Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 10, on parle des jeux de dés. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jean-François. Salut JF. Salut Simon, ça va bien? Oh oui, très bien. Durant la prochaine heure, plusieurs segments seront au programme, dont le moment mobile, un survol historique des jeux de dés, nos mentions honorables et finalement notre top 5 des jeux de dés. Oh JF, j'étais tellement pris dans l'intro que j'ai oublié de te demander si ça allait bien. Ben oui, ça va bien. Ça va bien. Oh Merci. Yeah, épisode 10 déjà, ça va vite, c'est quand même cool. Oui, exact. Aujourd'hui, on aborde quand même un gros sujet aussi, malgré tout, les jeux de dés. C'est sûr que des jeux de dés, il y en a beaucoup. Ça fait longtemps qu'on en fait. Et il n'y a pas juste les jeux de dés, il y a plein de jeux de société, de table qui utilisent des dés maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Absolument, un outil incontournable, mais avant vraiment de se lancer dans les jeux de dés, je pense que, on fait un petit peu d'actualité ou un petit récapitulatif des jeux qu'on a joués, mais cette semaine, dans le fond, un truc bien spécial, on va regarder les nominations pour le prix des 3 listes passionnés, c'est ça, JF, si tu veux nous mettre un peu en contexte? Oui, exactement. Ben, comme la suite de la semaine dernière où on parlait des jeux grand public. Aujourd'hui, on s'affronte aux jeux là, les plus compliqués, un peu plus de stratégie, de plus longue haleine, avec plus de règles, les gros jeux. Les prix 3 listes vont être remis le 19 novembre, lors de la journée le Salon du jeu et du jouet à Québec. Et dans le fond, là, aujourd'hui, on va regarder là, les 5 finalistes pour cette catégorie. Donc, on commence tout de suite. Peut-être juste, JF, je ouais. voudrais pas t'interrompre, mais mettons, s'il y a des gens, là, ils savent pas trop c'est quoi les 3 listes, ils ont pas écouté l'épisode d'avant, c'est quoi exactement? En fait, c'est notre prix québécois qu'on remet pour le meilleur jeu de l'année qui est sorti en langue française au Québec dans la dernière année. Cool. Dans le fond, c'est ça. C'est notre prix qui est fait au Québec. Dans le fond, je l'avais parlé dans quelques épisodes là, d'ailleurs, du fait que c'était important pour ce prix-là que ce soit des jeux qui soient édités et sortis en français au Québec. Donc, ça se peut que ce prix-là, d'une année à l'autre, on voit des jeux qui sont peut-être un peu plus vieux, qu'on sait qui sont sortis un an ou deux auparavant. Mais ça, c'est dû vraiment, des fois, à la longueur de la traduction, et des fois, ça prend quelques années avant que le jeu soit sorti en français. Donc, on regarde vraiment ceux qui ont eu une édition en français. Mais cette année, c'est tous des jeux... ça n'a pas pris de temps avant qu'on ait les règles en français. Donc, c'est pas des vieux jeux, là. Si on veut, c'est tous des jeux assez actuels. Donc, on peut commencer tout de suite avec le jeu Terraforming Mars. Donc, oui. Donc, un jeu de l'auteur Jacob Frixelius et édité par Intrafin Game. C'est un jeu de cartes de plateau où on va aller coloniser la planète Mars, placer nos infrastructures et tenter, bien sûr, de la terraformer pour la vie. Chaque joueur va être un entrepreneur, si on veut, qui va essayer d'investir pour aller dans la planète rouge, dans le but là, de récolter les fruits et les ressources de cette planète-là. C'est un jeu de plateau, mais avec une grosse mécanique de cartes. Ça va être beaucoup les cartes qui vont guider dans nos actions, qui vont nous permettre de faire des actions, placer des villes ou placer des forêts sur la planète. Moi j'ai joué quand même quelques reprises. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je pense que toi aussi, de ta réaction. Ouais. Moi, c'est de loin ma révélation des dernières années là, en termes de jeux de stratégie plus massifs. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Et la thématique, on s'entend dans ce jeu-là, elle est très bien représentée. Là. Il y a énormément beaucoup de cartes. Toutes les cartes sont différentes. En plus, c'est d'actualité avec Elon Musk qui parle d'aller coloniser Mars d'ici quelques années. Ça a vraiment le feeling d'un jeu de conquête de Mars. Un peu, c'est des entreprises qui vont là faire fortune en essayant de la terraformer. Donc, c'est super intelligent et intéressant comme jeu. Oui, exact. Ben, comme tu dis, je pense que c'est une thématique qui est quand même populaire. Ça l'est beaucoup déjà dans les jeux vidéo. On commence à la voir un peu plus présente dans les jeux de société.
En effet, c'est un jeu, c'est vraiment le fun là, de pouvoir investir dans la planète. C'est vraiment un beau jeu. Je vais quand même dire il y a quand même des réfractateurs à ce jeu-là, parce que c'est beaucoup un jeu de cartes, et le plateau, à un certain point, est presque artificiel. Pas artificiel du tout, mais rajoute un aspect au jeu. Mais c'est un jeu qui quand même ressemble beaucoup à Race for the Galaxy. Je sais pas si tu peux confirmer Ben, ça ou... d'une certaine façon, oui, c'est des cartes que tu poses qui vont te donner des actions. C'est clair que c'est un jeu de cartes, mais tu sais, on parlait justement au dernier épisode des jeux de cartes et on parlait des card-driven games, les Ouais, jeux propulsés par les cartes. Ça, c'est vraiment ça, parce que tes cartes vont permettre de faire des actions sur le jeu là, quand même. Il y a un territoire, il y a des lieux à prendre. Mais oui, c'est clairement un jeu de cartes. Là. Pour les fans de jeux de cartes, de combos, tout ça, je crois que c'est un jeu que les gens vont beaucoup apprécier. Là. ouais, exactement. C'est vraiment un jeu de combo. Les cartes vont nous permettre, là, avec certaines stratégies, de faire certains combos en les activant, parce qu'il y a plusieurs types de cartes qui vont soit rester devant nous, qu'on va pouvoir activer à chaque tour, ou qui vont compter plus pour à la fin pour des points de victoire. Mais le système un des systèmes de points de victoire aussi que je trouve super intéressant dans ça, c'est qu'il y a comme 5 façons de faire des points de victoire. Mais durant la partie, on va pouvoir en choisir comme juste 2, ces 5 façons-là. Oui, C'est pas tout oui, à oui. fait vrai, là. C'est plus développé que ce que je dis, là. Mais en gros, il y a des possibilités, mais c'est pas toutes ces possibilités-là qui vont compter à la fin. Puis ça va être les joueurs qui vont investir, qui vont comme choisir, ça va être quoi ces conditions de victoire, là. Ouais, c'est ça, tu vas pas faire des points sur toutes les... Tu vas pas être jugé sur tous les aspects, ça va dépendre à chaque partie un peu comment les joueurs ont décidé de mener leur stratégie. Là. Ouais, exactement. Puis, ben la dernière chose, là, le truc que je trouve vraiment aussi intéressant, ben, c'est la machine économique. On gère quand même 6 types de ressources à peu près. Chaque type de ressource a son compteur qui nous dit combien t'en reçois à chaque tour. Et donc, on accumule ces ressources-là avec des petits cubes de différents types. Les cubes sont toutes la même couleur, c'est juste... En fait, les couleurs, c'est juste pour dire des quantités, parce que tu le mets dans un endroit, puis c'est cette ressource-là. Donc, on n'a pas une variété de cubes là, de plein de formes ou de couleurs différentes. C'est vraiment tous les mêmes cubes, et c'est vraiment des valeurs qu'on va aller placer sur notre plateau de joueurs, en fait. Et une chose assez intéressante aussi sur Terraforming Mars, c'est que c'est le premier jeu de ce gars-là, en fait. Cet Ah, auteur-là, ok. si je me trompe pas, c'est son premier jeu. Donc ça rend vraiment curieux sur qu'est-ce que cet auteur-là peut amener là, par la suite en faisant un jeu comme ça. C'est quand même assez éclatant pour un premier jeu. Là. Ouais, ben c'est pas un petit jeu, mais quand même très bien réalisé. Donc, ben, je pense que ça fait un petit peu le On tour en a parlé, on en a parlé. Ouais, c'est ça. C'est quand même un jeu qu'on a joué à plusieurs reprises, qu'on apprécie beaucoup. Donc, Terraforming Mars, c'était la première sélection. Ensuite, deuxième, le jeu, un autre jeu, je pense qu'on en a entendu parler beaucoup, c'est le jeu Sight de l'auteur Jamie Stegmaier, de l'éditeur Matago. Sight est un jeu de conquête de territoire, de conquête, mais aussi de points de victoire, dans lequel chaque joueur va incarner une faction avec des pouvoirs spéciaux, et on va avoir plusieurs façons de remplir les conditions de victoire. On va avoir un peu le choix de choisir quelles conditions on veut remplir. Le but, ça va être d'en remplir, je pense, une dizaine de conditions de victoire pour gagner la partie. Donc, un jeu avec des figurines, avec un gros plateau, vraiment massif, avec aussi chaque joueur va avoir des plateaux de joueurs. En fait, ils vont en avoir 2 qui peuvent se mixer. Donc, pour une bonne rejouabilité aussi, ça donne des parties différentes. L'ergonomie et la qualité de production là, est juste phénoménale dans ce jeu-là. C'est un jeu qu'on a entendu parler, que vous avez probablement aussi entendu parler beaucoup, parce qu'il a fait parler de lui, le jeu Sight. Est-ce que c'est un jeu que tu as eu l'occasion d'essayer, Simon? Oui, oui, c'est un jeu d'ailleurs que j'ai chez moi. Je cherche quelqu'un à l'échanger. S'il y a des gens intéressés, vous pouvez me contacter. Oh, ok. Je vais Ok. peut-être être un peu moins élogieux à l'endroit de Site que je l'étais envers Terraforming Mars. Il y a plein de points que tu as dit qui sont vrais selon Site, là, particulièrement l'ergonomie du jeu qui est absolument phénoménale. On s'entend que si Terraforming Mars avait la même ergonomie, Terraforming Mars aurait été encore plus populaire qu'il Oui. l'est. Ouais, en effet. Euh,
Sinon, la thématique est vraiment intéressante aussi. Ils appellent ça du diesel punk. Alors, c'est un terme qu'on n'a pas souvent entendu parler souvent, mais c'est comme ça qu'ils le nomment. Donc, par rapport à, mettons, du cyberpunk, ils appellent ça du diesel punk. Donc, l'univers est vraiment intéressant. Personnellement, je trouve que c'est un jeu peut-être un peu trop de hype autour, un peu trop d'excitation envers ce jeu-là. C'est surtout, en fait, au final, pas vraiment mon genre de jeu. Ça reste selon moi un jeu de confrontation, mais dans lequel les batailles sont vraiment pas importantes, mais il faut quand même que t'en fasses. Euh, ouais, c'est ça, c'est un bon jeu quand même là, dans le genre, mais pour moi, c'est peut-être pas ce qui m'attire le plus chez un jeu. Là. Non, exact, mais on peut comprendre un peu l'engouement du jeu. C'est un jeu, tu sais, on parle des pièces, mais il y a des figurines aussi à l'intérieur. Dans le fond, il s'inspire d'une mécanique là, qui a été un peu faite par Terra Mystica, un jeu de plus de 2010, là, si je ne me trompe pas, qui utilise une mécanique là, où chaque joueur a un plateau de joueurs et nos pions sont sur notre plateau de joueurs. Quand on va faire des actions, on va retirer ce joueur-là et ça va nous ouvrir une possibilité ou réduire le coût d'une action ou donner une action supplémentaire. Dans Side, ben, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pion de notre plateau et on l'envoie à quelque part d'autre. Et donc, ça va comme nous procurer deux bonus. C'est une mécanique vraiment, vraiment intéressante. C'est basé sur une mécanique déjà un peu connue, euh, mais on dirait qu'il la pousse un petit peu plus loin. C'est vraiment un beau jeu mécaniquement, et pour ceux qui aiment un peu plus les jeux de confrontation, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a un gros buzz dessus. C'est quand même un excellent jeu, là, Scythe. Donc, c'est pour ça qu'on en entend autant parler. Donc, ça, c'était le jeu Scythe. On va passer au prochain. Et là, c'est peut-être lui qu'on va pouvoir parler un petit peu moins parce qu'on l'a pas testé tous les deux. On a entendu quand même beaucoup parler. C'est le jeu Great Western Train de l'auteur Alexander Psiter. Je sais pas trop. Mais de l'éditeur Gigamic. Donc, cet auteur-là, en fait, c'est aussi l'auteur de Isle of Sky qui avait gagné le Kennerspiel et 2016. Je pense que c'est bien 2016. Et dans le fond, qui a sorti le jeu Great Western Train, dans lequel on va prendre du bétail. On va devoir les transporter sur des chemins de fer jusque dans des villes, dans le but de vendre ces bétails-là. C'est un jeu quand même assez là, massif dans le style européen de points de victoire. On va avoir plusieurs façons de faire des points de victoire, plusieurs contrats, différents types de contrats à remplir. Le jeu, selon les commentaires, les réactions que j'ai vues, quand même très apprécié, mais peut-être un petit peu moins connu. Là, on dirait qu'il a passé peut-être un petit peu plus inaperçu que je pensais par rapport à l'auteur Alexander là, qui avait gagné un Kennerspiel l'année d'avant, pardon. Euh, donc, je sais pas, est-ce que tu as eu des feedbacks, toi, de ton côté, sur Great Western Train? Ben, j'ai eu que des bons commentaires des gens qui ont joué, mais comme tu dis, peut-être ça a été... Peut-être, tu sais, je regarde les autres jeux, on n'a pas fini la liste, mais c'est tous des jeux qui ont vraiment eu un buzz énorme, là. Alors que celui-là, peut-être étant plus euro, classique, a moins attiré l'attention. Mais tous les gens plus gamers que je connais m'en ont parlé, ils ont joué, ça a l'air très cool, là. Ça, c'est mon genre de jeu, puis c'est triste que je l'ai pas encore essayé, là. Ouais, en effet, c'est mon genre de jeu aussi. Euh, C'est ça, ben aussi, faut dire que le Isle of Sky était quand même peut-être plus accessible, même s'il a gagné le meilleur jeu gamer Ouais. en Allemagne l'année passée. Il était quand même un petit peu plus accessible, basé sur des mécaniques là, à la Carcassonne, mais un peu plus évolué, si on veut dire. Great Western Train, bon, ça, on est dans le heavy euro pour joueurs aguerris, si on veut. Là. Oh, on est dans le plus lourd, Mais, là. Ça se sent, ouais. mais ça a l'air très cool, là, en fait. Ok, ensuite le prochain, un qui détonne un petit peu des autres, c'est un jeu qui s'appelle Capitaine Sonore de l'auteur Roberto Fraga et Johan Lemonnier et de l'éditeur Matago. C'est un jeu en temps réel où il va y avoir deux équipes et chaque équipe va être un sous-marin. Et les deux sous-marins vont ben, se courir après, se lancer des torpilles et essayer de couler l'autre sous-marin. C'est un jeu qui se joue en équipe de 4, donc deux équipes à la fois. C'est un jeu idéalement qui se joue à 8 joueurs, donc, où chaque joueur dans une équipe va incarner un rôle différent.
dont ben, le capitaine, le mécano, entre autres, un des rôles super importants qui est le sonore, qui va être, lui, son but, espionner l'autre sous-marin pour essayer de retrouver la trace de l'autre équipe. Un jeu un peu chaotique, un peu spécial dans son genre, et on pourrait considérer comme un jeu de party. C'est un party game, c'est un jeu à 8 joueurs, mais il est ici nommé pour les passionnés là, parce que c'est un jeu quand même complexe pour son genre. Il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails, ça prend quand même une bonne explication. Il n'est pas si difficile, mais quand on commence à jouer, on voit là, les petites subtilités. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont mis dans les jeux passionnés, plus que dans plus grand Ouais, public. d'après moi, c'est aussi pour la taille que le jeu il prend sur une table. Là. Tu sais, Ouais, ça te c'est prend ça. une vraie table de gamer pour jouer à ça. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, comme on dit, l'idéal, c'est 8 là. À la limite, tu peux jouer à 6. À 7, ben, t'as une équipe plus grande que l'autre, donc c'est pas l'idéal non plus. Donc, oui, ça met beaucoup de monde autour d'une table, là, mais quand même une expérience assez particulière, vraiment. Vraiment intéressante là, pour Capitaine Sonore. Un jeu très, très chaotique. Puis, je sais pas si t'as essayé quelques rôles différents dans ce jeu-là. J'ai essayé quelques rôles, mais j'ai pas joué à plus que 6. En fait, je l'ai pas joué à 8 joueurs, donc j'ai encore un peu de réticence face à savoir exactement ce que ça peut donner à 8. Par contre, à 6, je trouvais que ça marchait très bien. Là. Oui, c'est ça. Ben, à 6, il y a un joueur qui va peut-être incarner deux rôles, donc peut-être un petit peu plus de travail, mais ça marche quand même bien à 6 aussi. Là. Ouais, j'ai bien aimé le rôle là, du sonore. Là, je pense celui, dans le fond, qui est sur l'acétate transparente puis qui retrace le chemin de l'autre équipe, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. C'est un rôle quasiment de la déduction, un petit peu, essayer de bien écouter ce que l'autre équipe dit pour suivre leur mouvement, mais aussi essayer de déduire sur la carte ben, où ils peuvent être. Ouais, non, ça j'avais bien aimé. C'est un jeu quand même, comme tu dis, un peu chaotique. Je pense que les deux, on est des fans de jeux en temps réel. Euh, Il y a beaucoup de limitations dans ce jeu-là, je trouve, mais le concept est intéressant. Là. En fait, tu te sens quand même dans un sous-marin. J'ai l'air de pas trop le vendre là, parce que j'étais un peu mitigé face à ce jeu-là. Mais c'est quand même un jeu absolument unique. Là. Ouais, c'est ça, exact. Pour avoir participé à un tournoi, je peux voir que l'engouement était quand même présent et c'est très, très, très plaisant comme partie. Vraiment le fun, mais d'ailleurs, il travaille sur un autre jeu qui s'appelle Sonore, qui va être destiné à 4 joueurs, donc peut-être un Ah, petit peu ok. plus accessible. Intéressant. Oui, oui, exact. Ça s'en vient là, dans les prochains mois, donc faut jeter un œil là-dessus aussi. Ça pourrait Oh, très cool. permettre de le jouer à un petit peu moins que 8 joueurs, qui est des fois difficile à trouver. Cool. Donc, hey, on va filer vite sur le dernier, Blood Rage de l'auteur Eric Lang, de l'éditeur Simon ou Cool Mini or Not. Blood Rage est un gros jeu de viking, si on veut, de confrontation où on va essayer de conquérir des territoires dans le but de remporter des points de gloire. Mais c'est aussi un jeu qui mélange les cartes parce qu'on va avoir une bonne partie de draft qui va nous permettre d'aller nous chercher des cartes et peaufiner notre stratégie et modifier notre faction qui va nous donner des bonus, des points de différentes façons. Donc, il permet vraiment de personnaliser notre faction puis essayer d'obtenir la meilleure stratégie pour aller chercher le plus de points de gloire. Super intéressant comme jeu, super beau. C'est un autre jeu avec un gros buzz dessus. C'est un gros auteur, Rick Lang. Il est reconnu comme auteur. Il fait des très bons jeux et dans le fond, Blood Rage est un très bon exemple de ça. Les figurines sont d'ailleurs magnifiques. Est-ce que tu penses la même chose, Simon? Oui, je pense absolument la même chose de Blood Rage, qui est un excellent jeu, et je pense que c'est un peu le cas pour toi aussi. C'est pas nécessairement le genre de jeu auquel tu as un intérêt naturellement, en fait, là, des jeux de confrontation, mais dans ce jeu-là, euh, il y a une façon vraiment différente d'amener le concept de confrontation. Euh, c'est un excellent jeu, en fait, Blood Rage. Ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui gagne, en fait. Ça serait possible. Ah, ok. C'est ton guess, Blood Rage?
Ben moi, ma préférence, bien entendu, c'est Terraforming Mars. Ça m'étonnerait beaucoup que Captain Sonor gagne, vu que c'est un jeu peut-être un peu plus différent de la norme, mais ça m'étonnerait pas que Blood Rage l'emporte. C'est sûr que c'est peut-être le plus vieux hein, de tous ces jeux-là. Je pense que l'original est sorti en 2015, donc ça fait déjà 2 ans. Mais j'espère qu'il se fie pas à ça là, pour choisir le gagnant. Non, non, je pense pas non plus. Mais ça, en effet, comme tu dis, Blood Rage, bizarrement, un gros jeu de confrontation malgré tout, mais que on dirait que je vais être plus attiré de jouer à ça que Sight. Euh, je sais pas pour quelle raison, mais il y a vraiment cet aspect là, de point de victoire, de draft avec les cartes et d'utilisation des actions Ouais, là, ben qui est vraiment je pense particulière. que Blood Rage, l'attrait de ce genre de jeu de confrontation-là, c'est que c'est des Vikings. Hein. On sait, les Vikings, eux, leur but, c'est de se battre comme des fous toute leur vie, de mourir au combat et d'aller au Valhalla pour se battre jusqu'à la fin des temps. Dans Blood Rage, on est des Vikings et l'affaire, c'est que quand tes figurines, quand tes bonhommes meurent, dans le fond, tu fais des points. Et ça, c'est plutôt rare dans les jeux de confrontation. Habituellement, dans les jeux de confrontation, quand tu perds des bonhommes, ben t'es pas content parce que t'as moins de force. Puis tout ça, là-dedans, quand tu sais, il faut que t'en perdes à un certain point. Là, dans le fond, Ouais, exact. t'es C'est obligé pas à chaque de fois que perdre. c'est pas à chaque fois que t'en parles nécessairement, dépendamment des cartes, puis de comment t'as amené ta stratégie, puis que t'as buildé ta civilisation, là, si on veut. Ouais. Mais en effet, puis il y a des moments, là, à chaque tour, il y a une zone qui va être détruite, tous les personnages là, meurent dans un combat honorifique qui rapporte des points de victoire, donc c'est ça, le Valhalla, vraiment, vraiment un bon jeu, moi j'aime beaucoup. Blood Rage, c'était le cinquième nominé pour les jeux de passionnés du concours, les trois lices. Et tu veux peut-être y aller juste pour terminer ce segment-là d'une petite prédiction. Ben, écoute, comme toi, Terraforming Mars, ce serait mon choix. Je pense par contre que ça va probablement être plus Sight. Ah! Euh... Arrête. Arrête. Non, non, Je ben pense c'est que ça. bon, ça aide, là, c'est bon, là, mais c'est pas le quatrième C'est. jeu sur BGG. Quand même, en tout cas, je sais pas, je sais pas d'ailleurs les critères de sélection, comment ils se basent, mais j'ai l'impression que peut-être Sight pourrait l'emporter cette année. Et ça va être dévoilé quelle date pour qu'on puisse justement valider nos prédictions et parler un peu du gagnant? Ça va être le 19 novembre prochain. Oh, C'est ok. ça. Ça va être, ils vont faire le dévoilement, là. Il y a un salon du jeu et du jouet qui se déroule à Québec là, depuis, je pense que ça va être la troisième édition cette année. Donc, ils vont faire le dévoilement durant ce salon. Ah ben très cool, donc on va suivre ça avec intérêt. Ça met fin pas mal à notre actualité. Maintenant, je te propose qu'on passe un petit moment mobile. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2,8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Oh, alors on est là pour le moment mobile. C'est la deuxième fois seulement qu'on fait ce segment-là, mais j'espère que ça vous plaît bien. Aujourd'hui, en fait, on va parler, donc comme à l'habitude, de jeux mobiles. Mais aujourd'hui, on va pas parler d'un jeu mobile en particulier. En fait, on va parler d'une série de jeux qui est la série Choice of Game. Alors, c'est le nom de la compagnie, dans le fond, Choice of Game, et eux font une multitude de jeux pour les appareils mobiles. Donc, Android, iOS. On peut même avoir leur jeu sur navigateur, donc sur Chrome, quelque chose comme ça, tant qu'on a l'Internet. Et maintenant, ils commencent à mettre certains de leurs jeux sur Steam. La particularité de cette compagnie-là, en fait, qu'est-ce qui fait leur marque de commerce, c'est que leurs jeux, c'est des histoires interactives. Donc, c'est vraiment juste du texte avec des choix qu'on va faire. Si vous vous rappelez les livres dont vous êtes le héros, là, ben, c'est exactement dans cette veine-là. Ils ont plus de 60 jeux déjà à leur actif et ça touche toutes les thématiques. Là, on va du médiéval fantastique au sci-fi, en passant par les histoires de vampires, les sagas familiales, les trucs de ninja, les entreprises. Donc, ça va vraiment très très large. Il y en a pour tous les goûts. C'est des jeux qui
propose des histoires assez complexes et différentes. Donc c'est comme un arbre de décision. Il y a plusieurs fins dans les jeux, il y a plusieurs approches possibles, tout dépendant des scénarios, bien entendu. Mais est-ce que vous allez être un gentil, un méchant? Est-ce que vous allez combattre tel personnage ou s'allier avec tel personnage? Il y a beaucoup de possibilités là, dans c'est des histoires qui sont... il y a beaucoup de branches, en fait. Euh, la plupart des jeux ont en moyenne 250 000 mots. Ça équivaut à peu près à un roman de 400 pages. Quand même écrit gros. Là. Donc c'est quelque chose qui prend à peu près une quinzaine d'heures à compléter la première fois que vous le jouez. Ça varie là, de 10 à 20 heures, mais environ une quinzaine. Si vous êtes du genre en plus à vouloir compléter 100% de vos jeux, là, un complétionniste comme on dit, ben, c'est des jeux que vous pouvez jouer plusieurs fois pour découvrir toutes les fins. Bien entendu, il y a la fin optimale que vous pouvez aussi essayer d'atteindre. Et si vous êtes ce genre-là, en fait, c'est des jeux qui peuvent se rejouer assez rapidement une fois que vous êtes passé à travers l'histoire principale. Donc, moi, j'aime bien personnellement lire l'histoire. C'est rare que je vais rejouer au même, mais j'ai des amis qui ont refait plusieurs livres plusieurs fois afin de découvrir toutes les fins différentes et avoir toutes les achievements, parce que bien entendu, il y a un genre de système de trophée où si tu as eu telle chose qui t'est arrivée pendant l'histoire, tu vas avoir le trophée. Donc c'est quand même assez ludifié à ce niveau-là. Euh, Ce qui m'a attiré vers ces jeux-là au départ, c'est que je trouve qu'à une époque où on fait juste regarder des vidéos, puis les jeux sont ultra léchés en 3D, avec des super graphiques, des contrôles, tout ça, on perd vraiment le goût de lire. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré au départ sur ces jeux-là. Je me suis dit, ok, si je peux passer 15 heures à lire un jeu au lieu de 15 heures à jouer à un jeu, sûrement que ça va être bénéfique pour moi. Et effectivement, c'est très intéressant comme expérience. Très bien écrit. Chaque écrivain, il y a plusieurs écrivains qui travaillent pour cette compagnie-là. Et chacun a son style très particulier qui est assez intéressant. C'est aussi des jeux qui vont... c'est pas des jeux dans lesquels tu es passif, c'est des jeux qui vont te mettre face à des choix déchirants que tu vas être obligé de prendre position, tu pourras pas juste des fois tu vas pouvoir être plus passif, mais ça va arriver souvent qu'ils vont te dire est-ce que tu fais ça ou ça. Tu peux pas être juste la personne qui dit ah ben moi je fais rien. Donc tu es obligé de te positionner, puis ce qui est cool c'est que ça va influencer toute l'histoire par la suite là. C'est sûr que c'est pas chaque choix qui va créer une branche complète, mais il y a des moments assez frappants là, où tu dois prendre une décision qui va influencer tout ton parcours pour la fin de l'histoire. Une des choses qui est assez cool aussi avec cette compagnie-là, Choice of Game, c'est que leur programme pour écrire les histoires, en fait, est gratuit sur leur site web. Donc, n'importe qui peut aller télécharger ce programme-là et écrire ses histoires interactives, faire son arbre de décision, créer des mini-jeux. Donc ça, c'est quand même assez intéressant et ça fait qu'ils ont, comme je disais un peu au début, une soixantaine de jeux qu'eux ont créés, mais ils ont aussi ce qu'ils appellent les host games, donc les jeux qu'ils hébergent. Et ça, c'est certains utilisateurs qui ont décidé d'écrire leurs propres histoires et eux ont un système de validation là, pour savoir si l'histoire rentre dans leur standard et si oui, ils la mettent sur leur site web et créent une application avec. Donc, il y a beaucoup plus que 60 jeux issus de cette compagnie-là. Rapidement, je vais vous recommander quelques jeux que j'ai eu la chance de jouer dans cette série-là. La première, c'est en fait, c'est mon coup de cœur de cette compagnie-là. C'est la série Heroes de Zachary Sergi. C'est une trilogie, mais il y a aussi une deuxième trilogie qui vient de commencer. Donc, le premier tome de cette trilogie-là vient de sortir. C'est un truc de super-héros, hein, donc on va vivre la vie d'un super-héros, mais dans le futur où un peu l'ensemble de la population mondiale a des pouvoirs, mais il y en a qui ont des meilleurs pouvoirs. Très intéressant, très bien écrit, c'est une trilogie. Ce qui est assez cool avec ça, c'est que dans la première trilogie, t'amènes ton personnage dans le deuxième jeu et dans le troisième jeu. Donc, ce que tu as fait dans le premier va influencer dans le deuxième, et ainsi de suite. Et là, ils ont commencé une nouvelle trilogie. Sinon, le premier auquel j'ai joué que je recommande parce qu'il est un peu plus court, c'est un host game justement, donc écrit par un quelqu'un qui n'était pas payé pour le faire dans le fond là. The Great Tournament par Philip Captain.
Un peu moins complexe, un peu plus classique. C'est un jeu où c'est médiéval. Dans le fond, on va jouer un squire qui va monter graduellement les étapes pour devenir un chevalier. Très intéressant, en fait, c'est même un de ceux qui poussent le plus le concept de jeu textuel en te faisant des jeux de gestion quand tu lèves une armée. Donc, est-ce que tu vas recruter des fantassins, des cavaliers? Quand même quelques décisions assez intéressantes à prendre. Ensuite, on a Choice of Robot de Kevin Gold, qui est probablement le jeu le plus populaire et le plus connu de Choice of Game, et aussi le plus rejouable avec une dizaine de fins absolument différentes les unes des autres. J'ai joué une fois, donc je ne l'ai pas exploré à fond. Tu sens qu'il est très vaste, que les branches sont très diversifiées. C'est un jeu en fait dans lequel on va créer une intelligence artificielle au fil de l'histoire. Rapidement, un des derniers que j'ai joué, il s'agit de Slam de Paolo Chiquiamco. C'est un jeu de lutte. Donc, pour ceux qui aiment la lutte, mais pour ceux qui connaissent pas la lutte, je vous le conseille beaucoup. On joue un lutteur donc qui part des ligues indépendantes puis qui va monter jusqu'à la grosse ligue qui est la WWF. Très bonne histoire. Ça représente bien le monde de la lutte. Je l'ai absolument dévoré. Maintenant, les pour et les contre de ça, en fait, les pour, bien entendu, ça favorise la lecture. Il y en a pour toutes les thématiques. C'est un jeu aussi qui permet de se positionner face à certains enjeux, certains choix. C'est aussi des jeux qui ont comme trame de fond, en fait, c'est des jeux qui sont très ouverts sur le monde. Donc, on va avoir beaucoup de cultures différentes. On va toujours avoir le choix si on est un homme ou une femme. On va aussi toujours avoir le choix parmi plusieurs orientations sexuelles. Donc, des fois jusqu'à comme 7 ou 8. C'est rare qu'on voit ça dans les jeux. Et ça, c'est des choix qui vont influencer notre histoire. Euh, Par contre, les contres de ça, c'est un peu inconstant en fonction des auteurs et de l'histoire. Donc, des fois, c'est un peu moins interactif. Des fois, tu as un peu moins de contrôle sur l'histoire. Puis c'est plus un livre dans lequel tu fais quelques choix. Et malheureusement, c'est seulement en anglais. Donc ça, c'est dommage. C'est sûr que sur leur site, ils parlent qu'éventuellement, ils aimeraient bien aller dans d'autres langues. Mais pour l'instant, c'est seulement en anglais. Alors pour ceux qui sont des fans de lecture et de jeux, je pense que c'est vraiment le mix parfait. À chaque fois, je me suis vraiment transporté dans la peau du personnage. En tout cas, je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil à Choice of Game. Ouh, parfait, parfait, magnifique. Merci Simon. Alors, on est maintenant rendu à parler un petit peu plus de notre thématique. Aujourd'hui, on parle des jeux de dés. Les jeux de dés, les dés, ça existe depuis longtemps. On peut retrouver des traces de dés, même jusqu'à l'antique, l'Égypte antique, si on veut. C'est vraiment une mécanique de jeu qui existe depuis très longtemps. On parlait de dés avec des ossements et les dés deux faces ont été très populaires ou connus à l'époque aussi. Donc ça existe longtemps, ça s'est beaucoup développé les jeux de dés à la Les longue. dés à deux faces, excuse-moi, les dés à deux faces. Oui, les deux à deux faces, c'était des bouts de bois ou certains composantes qu'il y avait un numéro 1 et un numéro 2 de l'autre côté. Mais Ok. généralement, on en utilisait plusieurs. Puis c'était un peu la Ok. combinaison de ces dés-là qui nous donnait des résultats, des chiffres. Hmm. Ok, Donc, cool. évidemment, ça a beaucoup évolué. À l'époque aussi, il faut dire que les dés, on n'a pas tant de traces de jeux, surtout à l'époque égyptienne, tout ça. On n'a pas beaucoup de traces là, de jeux de dés exactement. On pense surtout que les dés servaient pour les devins, la divination, si on veut, pour lire, une autre façon de lire dans l'univers. Donc, c'est un petit peu né de ça. Euh, Avec les années, les dés se sont consolidés avec beaucoup des jeux de bluff. C'est beaucoup quelque chose qui était utilisé. On parle d'un jeu comme le 26, dans le fond. C'est un jeu où on roulait des dés à perpétuité et on essayait d'atteindre un certain nombre de dés. C'était vraiment un jeu très très simple, mais après ça est venu le côté un petit peu plus
côté bluff, au jeu où on va rouler des dés secrètement, on va dire si on était supérieur au dernier joueur. Il y a du monde qui peuvent nous challenger, ce qui nous va faire perdre une vie. Donc on parle de jeux un peu rudimentaires, mais qui mettait le cadre à des jeux de bluff et de déduction, si on veut. Par la suite, ben, des jeux comme le Yacht. Il y a le Yacht, j'imagine que ça se prononce. C'était un jeu déjà connu, un peu libre de droit, si on veut, qui a vraiment été chercher sa popularité avec le Yadi ou le Yum, qui sont officiellement été édités plus dans les années 60, 1960 environ, où on a vu une forme officielle de ce jeu-là. Le Yadi, le Yum, c'est des jeux où on va rouler les dés et essayer d'avoir certaines combinaisons comme toutes des faces pareilles, une suite de 1 à 6. Donc c'était quand même un concept déjà connu, c'était déjà un jeu déjà joué à l'époque sans qu'il soit édité officiellement. Mais faut, de là, on peut voir que le jeu de dés était vraiment très connu et déjà utilisé. Après ça, ben, je parle pas vraiment non plus de tout ce qui a été fait avec dans les casinos. Un jeu comme le Crap. C'est un jeu tout simplement de chance où on va rouler les dés et mettre des mises selon une petite mécanique de, de roulement de dés, une petite mécanique de règles là, concernant les valeurs qu'il faut qu'on roule. Super simple, mais vraiment basé sur la chance, sur les probabilités. Vraiment plusieurs jeux aussi de chance là, qui sont utilisés avec les dés. Avec les années, ben, on a plusieurs jeux qui sont sortis, qui ont changé un petit peu, qui ont amené des nouvelles mécaniques. Donc, j'avais déjà parlé du Yadi, du Yum. C'est un jeu assez fort, assez clé là, dans les jeux de dés. C'est un jeu aussi, le Yadi, qui nous permet de rerouler certains dés. Évidemment, le dé, on le connaît dans le Monopoly et dans beaucoup de jeux des années 80, 90 et même avant, qui utilisaient un dé pour nous faire déplacer sur un plateau. Mais le Yadis utilise que des dés et une feuille de papier pour prendre en note nos points. Ensuite, il y a un jeu qui s'appelle Mae, qui est sorti en 1974, qui était un autre mix de plateau, mais qui, au lieu de juste rouler un dé, il y a une petite mécanique qu'on appelle le pusher luck. Après ça, les dés ont été beaucoup utilisés dans cette mécanique-là. Le pusher luck, en gros, c'est une mécanique où on va rouler des dés et on va pouvoir soit arrêter de rouler et obtenir ce qu'on a obtenu avec notre premier roulement ou essayer de continuer. Mais si on continue trop loin, des fois, on peut perdre tout ce qu'on a accumulé ce tour-ci. Donc des jeux comme Mae, mais aussi comme Picomino, là, qui est sorti vraiment plus tard, on parle plus dans les années 2000, qui a repris ces mécaniques-là. Et le gros jeu fort aussi, dans les années 80, c'est le jeu Can't Stop, qui est vraiment le jeu, en vrai, encore vraiment connu et vraiment très bon de nos jours, qui est le jeu fort là, dans les jeux de Push Your Luck. Euh, Ensuite, ben, les dés, à partir des années 2000, commençaient à être utilisés à différentes utilisations, plus que juste pour ces valeurs de 1 à 6. On est tous habitués à rouler un dé 6, mais il y a plusieurs types de dés. De 1, il y a des dés à 4 faces, il y a des dés à 10 faces, il y a des dés à 20 faces, mais aussi maintenant les créateurs de jeux vont utiliser les dés comme mécanique. Ils vont, au lieu de mettre des figures, des numéros sur les dés, ils vont tout simplement mettre des logos, des figurines, des petits symboles qui vont nous permettre de faire différentes actions. Donc, des jeux comme Rory Story Cube, qui est un jeu vraiment de storytelling. On va rouler les cubes avec les symboles, on va créer une histoire. Ou des jeux comme Roll to the Age, qui sont des D6, mais où il y a plusieurs symboles, et ces dés-là, on va pouvoir les utiliser de différentes façons pour faire différentes actions. C'est quelque chose qui commence à être de plus en plus connu. On va aussi finalement commencer à faire des jeux qui sont plus stratégiques, parce que clairement les dés, ça a été tout le temps très lié à la partie de chance. Mais maintenant, il y a de plus en plus de mécaniques qui utilisent les dés et qui l'utilisent de façon très stratégique, qui permettent que même si c'est des dés, il n'y a pas tant de chances que ça, et on peut quand même considérer que ce jeu est un jeu de stratégie. Je pense particulièrement au jeu Kingsburg, qui est un jeu de placement d'ouvriers, mais c'est nos dés qui vont nous permettre de décider sur quelle tuile on va pouvoir faire nos actions et où on va pouvoir faire nos actions, soit en combinant deux dés ensemble pour nous donner une valeur plus élevée, ou en utilisant le dé seulement pour sa valeur, pour aller utiliser une des cases là, de 1 à 6 de façon plus classique. Et là, ben, ensuite, on tombe là, dans toutes
surtout là, à partir des années 2010 et après, là, tous les gros jeux marquants, des gros jeux de stratégie ont vu sortir pratiquement leur version de dés. Donc, je pense particulièrement à Elder Sign, qui est la version D du jeu Arkham Horror. Euh, donc, c'est un style qui est de plus en plus connu. C'est un style, une mécanique de jeu qui est de plus en plus utilisée dans les jeux et qui peuvent permettre quand même de donner des bons jeux de stratégie vraiment avec des bons choix sans qu'il y ait trop de hasard, malgré qu'il y a une utilisation de dés. Donc, c'était un petit peu là, les jeux marqués. Il y en a quand même beaucoup d'autres, là, des jeux qui ont marqué un peu l'histoire des jeux, mais je pense qu'on va tout de suite enclencher vers la mention honorable, parce qu'on va quand même parler de plusieurs de ces jeux-là aussi dans notre liste. On en connaît quand même plusieurs, hein, Simon? Oui, absolument. Peut-être que cette fois-ci, on va pas être déchiré par le nombre de jeux desquels on veut parler, mais il y en a quand même beaucoup de bons jeux de dés. J'aimerais peut-être te glisser un petit mot sur Rory Story Cube. Ouais. Et en fait, ça c'est un jeu que moi j'affectionne particulièrement. C'est vraiment pas le jeu de dés le plus classique, mais juste à cause t'en as parlé, ça m'a ravivé le désir d'en parler. C'est un tout petit jeu de storytelling, donc de racontage d'histoire, si on veut. Ouais. Et sur les dés, il y a des symboles. On va rouler les dés, prendre un dé, raconter une partie de l'histoire. L'autre personne va continuer en prenant un autre dé. Et il existe plein d'extensions, si on veut, là, pour Rory Story Cube. Il existe des dés avec des genres d'actions dessus. Il existe des dés avec des images. Il y en existe avec des personnages. Donc, il y a quand même une belle variété là-dedans. Et je crois que prochainement, il y a un auteur qui a pris le concept de Rory Story Cube et qui en a fait un vrai jeu, si on veut. Donc j'ai pas le nom là-dessus, j'ai juste vu ça passer rapidement dans les nouvelles et je trouvais que c'était quand même intéressant à mentionner de voir comment est-ce qu'on peut prendre cette mécanique d'histoire et la transformer en un jeu qui est peut-être un peu plus poussé, là. Oui, parce que c'était pas très encadré, ce jeu-là. Ça reste très créatif, avec peu de Oui, règles, hein. C'est très très très... créatif, Pas effectivement. nécessairement un jeu où il y a un vainqueur, là. C'est plus... Le jeu, c'est de créer une histoire en commun en s'inspirant des symboles des dés. C'est le groupe qui gagne quand tu joues à ce genre de jeu-là. Et voilà. Des jeux éducatifs, enfin. Ok, parfait, parfait. De quoi on parle d'autre? Il y en a quand même Ouais, beaucoup, hein, des ouais, jeux. il y en a quand même beaucoup, je suis face à ça. Puis j'irais peut-être avec Rolling Japan, Ok, ouais, qui, euh, ouais, ouais. dans le fond, on a parlé un peu des jeux comme Yahtzee et tout ça, des jeux de symboles. Mais je trouve que Rolling Japan reprend, c'est assez différent, là. C'est vraiment pas un genre de Yahtzee, il n'y a pas grand lien à faire avec Yahtzee. Mais je trouve que ça revient chercher un peu le même sentiment de placer des chiffres sur un plateau. Je me rappelle plus exactement des règles complètes là, de Rolling Japan, mais c'est un jeu très compliqué en fait de stratégie. Tu prends les dés, tu dois écrire le chiffre qui est sur tes dés sur une certaine couleur sur ta feuille, mais à ce moment-là, tu vas faire des points. C'est sûr que c'est vraiment pas la meilleure description en fait. Là. Ça fait un petit bout que j'y ai pas joué. Je sais pas si peut-être toi tu te rappelles un peu plus des règles en général. Et je me rappelle pas beaucoup non plus, ça date un petit peu, mais oui, c'est un jeu qui... c'est vrai que ce que tu dis là, c'est dans le fond un peu comme il a dit, c'est que tu roules les dés de toutes tes combinaisons, tu essaies de les placer à la place la plus optimale. Euh, donc c'est un peu Ça, ça. pis c'est un jeu où tu vas devoir rayer des endroits parce que tu n'auras pas le choix, tu pourras pas placer les dés qui restent, donc tu vas perdre des points. C'est un Exact. jeu très intellectuel, là, si je me souviens bien, là. Exact. Puis Beaucoup tu de sais, réflexion. dans Rolling Japan, il rajoute le petit aspect de plateau, si on veut, parce que chaque joueur va Oui, avoir sa petite feuille, mais c'est que les endroits où on va mettre les numéros vont être interconnectés, puis là, ça va dire, quand tu mets un numéro là, les deux numéros qui touchent, il faut pas qu'ils soient à plus que un ou deux différences, ou... hmm, ouais, Je, c'est ça, ok, c'est ça la je l'ai twist, pas ouais. beaucoup en tête, là, mais c'est quelque chose comme ça. Donc là, t'as un aspect aussi qui est physique, si on veut, là. T'as des contraintes qui sont liées à ton placement euh,
les choses qui se trouvent alentour, là. Donc, c'est pas juste une case que tu remplis, là. Il faut que tu considères qu'est-ce qu'il y a alentour, puis qu'est-ce que tu pourrais mettre, puis par rapport aux options qui restent. Parce que ça joue aussi avec des dés de couleurs qui vont déterminer où tu vas pouvoir placer tes numéros, en fait. Oui, exact, là, ça m'est bien revenu quand tu as fait le petit rafraîchissement. Oui, jeu très intéressant là, pour les gens qui aiment les jeux de chiffres et de probabilités. Là, je pense que c'est quand même très cool pour ça. Là. Bon, ben, parfait, parfait. Ça me fait beaucoup penser au jeu Doodle City. Ouais, ben en fait, c'était un autre jeu qui était dans la liste. Ben oui, ben c'est parce que c'est très similaire, là. Doodle City, c'est aussi ce genre de principe où tu vas rouler des dés. Mais en fait, il y a un petit système de draft, là, qui est peut-être une petite coche là, de plus que dans la mécanique de Rolling Japan, mais où tu vas devoir placer tes routes pour faire des liens entre les symboles dans ta ville pour faire des points. Il y a plusieurs façons de faire des points, donc c'est super simple, mais quand même des bonnes prises de décision, quand même vraiment intéressant, hein. Ouais, puis tu sais, je me rappelle encore quand on a découvert Doodle City, on était ensemble et on a vraiment bien capoté, en fait, là. Une bonne révélation pour nous, ce petit jeu de ville. Là. Ouais, 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 non, ça marche, il marche très bien, ça marche très bien. Euh, Peut-être dans la continuité des petits jeux de dés, un sans plateau par contre qui est juste dés, c'est Zombie Dice. C'est quand même un Hmm. classique de 2010 qui est un petit jeu de push your luck où on va être des zombies et on va essayer de manger le plus de cerveau possible, mais tout en évitant les coups de shotgun. Donc ce que je vous décris, c'est évidemment les symboles qu'on va retrouver sur les dés. On va rouler nos dés et après avoir roulé, ben, on va décider si on arrête notre tour maintenant et on cash in, on accumule tous nos cerveaux mangés ou on essaie d'en rouler d'autres dés pour peut-être essayer de rouler d'autres cerveaux et plus de cerveaux et donc faire plus de points. Par contre, si on atteint 3 coups de shotgun, tous les cerveaux accumulés dans la ronde, on les perd. Donc, c'est vraiment typique, classique d'un petit pusher luck très simple. C'est un jeu c'est une genre de course parce que ça va être le premier qui va réussir à totaliser 13 points qui va gagner la partie. Mais marche vraiment bien. Beau petit jeu qui prend pas beaucoup de place. Un bon jeu de transport qui se joue un peu n'importe où. Vraiment intéressant, le Zombie Dice. Ouais, et j'avais bien aimé, moi, la variante Merchandise. Merchandise, ouais, un petit peu différent comme mécanique, mais oui, on a un peu le même feeling avec le jeu de Martien, là, où on va essayer de capturer des humains, des vaches, puis des poulets, hein, je pense que c'est ça. Ouais, exactement, exactement, avec notre tracteur là, de secoupe volante, là, on va aller les chercher. Ouais, en évitant les tanks. Euh, Space Cadet Dice Duel. Euh, alors, on avait déjà parlé un petit peu de Space Cadet Standard, qui est un jeu coopératif dans lequel on va jouer dans l'espace. Et on parlait un peu de Capitaine Sonore tantôt. Là. Dans le fond, Space Cadet, c'est un peu le même. Dice Duel, excusez-moi, Space Cadet Dice Duel, c'est un peu le même concept. En fait, il va y avoir deux équipes qui vont s'affronter dans l'espace et c'est un jeu en temps réel assez frénétique où on roule des dés sans arrêt. Donc chaque personne a son rôle dans le vaisseau. Il y a la personne qui navigue, il y a la personne qui tire, il y a le capitaine, il y a l'ingénieur. Donc chaque personne a son rôle et essaye de faire son mini-jeu avec les dés. Euh, Ça, c'est vraiment le genre de jeu que j'apprécie beaucoup. Space Cadet Dual Dice. Ouais, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais ça a l'air assez frénétique comme truc. Ouais, ouais, très extrême. C'est sûr que ça l'amène un peu les problèmes classiques des jeux d'équipe en temps réel avec quelques règles un peu obscures des fois de savoir quand il faut que tu arrêtes. La ligne est mince des fois quand t'es deux équipes qui s'affrontent, là. Mais ça marche très bien. Là. C'est très excitant comme jeu, pas très long aussi. Je pense que ça dure moins de 15 minutes. Ah, ok, ok. Qui est quand même un peu l'inverse De Space Cadet de Space normal. Cadet normal, qui est quand même plutôt long, là. Oui, c'est ça exactement, c'est un tout petit jeu. C'est sûr, par contre, le manuel de règles, si je me souviens bien, est assez corsé de Dice Duel, mais c'est pas un jeu très compliqué une fois que t'as compris là, l'essentiel. Bon, ben, un autre jeu d'espace, c'est un jeu qui s'appelle Quantum. C'est un jeu de conquête spatiale où ben, le but, ça va être de conquérir des planètes avant un certain nombre de planètes avant les autres joueurs.
une des particularités dans ce jeu-là, c'est que nos dés sont aussi nos vaisseaux. Et chaque numéro de dés, de 1 à 6 évidemment, va représenter un type de vaisseau différent, qui va avoir des pouvoirs, qui va avoir qui va pouvoir avancer et attaquer de façon différente selon le dé. Donc, en gros, la bonne twist là, que je trouve dans Quantum, c'est que ton vaisseau, si c'est un numéro 1, ça veut dire qu'il va avancer juste de une case à la fois, alors que si c'est un numéro 6, ça veut dire qu'il va avancer de 6 cases à la fois. Par contre, dans un combat, chaque joueur va confronter nos dés, donc ça pourrait être un 1 contre un 4. Et ensuite, on va rouler un autre dé, on va peut-être pouvoir jouer certaines cartes pour influencer les dés. Et ça va être le joueur qui va avoir roulé la valeur la plus basse au total qui va l'emporter. Donc, contrairement à d'habitude où il faut rouler plus haut pour gagner un combat, en faisant en sorte que les combats se gagnent avec le numéro le plus bas, ça permet au vaisseau numéro 1 de ne pas se déplacer très vite, mais à être la plus grande force d'attaque. Alors que le 6, c'est un petit vaisseau qui se déplace vite, mais qui attaque pas très fort. Donc, super fort comme mécanique, vraiment ingénieux comme idée, comme concept. Et à certains moments, il y a quand même une petite part de chance parce que des fois, on va pouvoir réaligner notre vaisseau, donc prendre notre vaisseau, le rouler, et donc ce vaisseau-là a maintenant changé d'identité et va appliquer certains pouvoirs différents. Parce qu'en plus de ce que je viens de décrire, chaque vaisseau a un pouvoir qui est particulier là, à lui. Donc, vraiment intéressant comme jeu de dés. On est quand même dans le jeu de stratégie avec quand même une part de hasard qui est là, mais qui est assez calculable là, pour quand même considérer que le hasard est prédominant dans le jeu. Ah ouais, ça fait. J'ai jamais joué là, à Quantum, là. Ça a l'air vraiment cool, par exemple. Là. Ça me semble très intéressant comme jeu de dés, là, avec un peu plus de stratégie, justement. En plus, le jeu, il est assez beau, là. Je regardais quelques photos quand on parlait, et c'est un beau jeu. Ouais, c'est ça, exact. Super intéressant, vraiment, vraiment actuel là, comme jeu. Puis, c'est sûr que peut-être un peu long, je trouve des fois, parce qu'il y a quand même une part de hasard, là, des fois, qui peut nous jouer des tours dans ce jeu-là. Mais vraiment, vraiment appréciable là, comme jeu, comme mécanique. Puis, j'y joue n'importe quel. Ah, très cool. À essayer Quantum. Yes. On va enchaîner avec un truc qui est pas de l'espace, mais qui est des fonds marins. Donc, qui nous ramène un peu, qui est Deep Sea Adventure. J'ai hésité longtemps à en parler, vu que c'est un jeu de dés, mais c'est plus qu'un jeu de dés, selon moi. Mais c'est vraiment un jeu, ce qu'on va appeler un roll and move, donc un roule et bouge. Dans lequel on est des scaphandriers qui vont aller essayer de chercher les trésors enfouis dans les fonds marins. C'est un jeu vraiment spécial parce que c'est un genre de jeu semi-coopératif. Si les gens s'entendent pas, en fait, le bon exemple de ça, c'est que la première partie qu'on a jouée, tout le monde a eu 0 point. Et par la suite, en rejouant avec d'autres personnes, souvent quand c'était leur première partie, je me rendais compte que c'était vraiment pas rare de terminer avec 0 point dans ce jeu-là. Parce que si tu coopères pas, il y a une mécanique dans le fond où c'est un roll and move, donc il y a des cases sur lesquelles tu te déplaces, mais tu sautes par-dessus les autres joueurs. Tu peux jamais arriver sur la même case qu'un autre joueur. Donc si mettons tu as 2 puis il y a quelqu'un devant toi, tu vas avancer de 3 en réalité. Donc quand tout le monde est en groupe, et groupé sur la piste, en fait, on peut faire des bien plus grandes distances rapidement. Mais aussitôt qu'il y a quelqu'un qui décide de remonter à la surface ou de vouloir aller chercher un trésor plus loin, c'est là que les ennuis commencent et on est tous sur la même réserve d'oxygène. Ça veut dire que on partage toute la même air, donc si quelqu'un décide de prendre plus d'air, là, j'explique pas toutes les règles exactement, mais c'est assez simple, mais si une personne décide de prendre plus d'air, eh bien c'est mauvais pour le groupe au complet. Très cool petit jeu, en fait c'est très récent, là, je pense que c'est sorti l'année dernière, un tout petit jeu japonais, ça vient dans une boîte exquise en fait. JF, j'imagine que tu as joué plusieurs fois à ce jeu-là. Oui, pas beaucoup plus que toi peut-être, mais j'ai quand même quelques expériences. C'est vraiment le fun. Moi, je suis sûr que je le considère plus comme un push your luck qu'un semi-coopératif. Là. Je pense pas qu'on est là. Tu tires l'élastique un peu, mais je comprends ton point de vue, puis c'est vrai que... Non, mais si on s'entend là, pour aller dans le fond, là, je sais, on peut le faire. On peut le faire. Il y a tout le temps quelqu'un qui remonte. Il y a tout le temps quelqu'un qui remonte. C'est ça, c'est pour ça que c'est semi-coopératif. Il y a tout le temps un traître là-dedans. Ouais. Mais bon,
Il est super cute, c'est vraiment une belle petite série de jeux. La compagnie, là, ça m'échappe, je pense que c'est Hunk Game, qui viennent là, de sortir une belle série. On a 8 jeux, je pense. C'est tout dans le même format, des petites boîtes très léchées. Vraiment un graphisme du jeu là, très très propre, là, très clean. C'est vraiment. Puis ces jeux-là, souvent, tu trouves la boîte, puis la boîte est pleine. Là. Fait que c'est des petits jeux, mais qui en ont dedans. Fait que ouais, je recommande la série. Là. Il y en a un autre que j'aime beaucoup dans la série qui est Insiders. Je vais pas parler parce que c'est pas un jeu de dés, mais bon, reste que c'est une magnifique petite série, là, Deep Sea Adventure. Parlant des jeux là, magnifiques, un qui est plutôt récent aussi de 2017, c'est le jeu Sagrada. C'est un jeu de dés de draft où, ben, dans le fond, il y a 10 tours à chaque tour. On va piger des dés là, parmi un pool de dés qui a été roulé. Chaque tour, on va en placer deux dans le but de créer notre mosaïque, notre vitrail, en fait, de notre cathédrale. Les dés sont aussi transparents de 5 couleurs différentes. Et à chaque fois qu'on va devoir placer un dé, on va devoir respecter certaines conditions de placement, comme devoir placer un dé toujours à côté d'un autre, mais qui ne soit jamais de même couleur ou de même numéro. Donc, certaines restrictions comme ça vont nous forcer là, à prendre certains dés, à utiliser certains pouvoirs que dans le jeu aussi. Un jeu où à chaque partie, ben, on tire 3 cartes, c'est 3 conditions de victoire, donc qui peuvent varier beaucoup l'expérience. Pas très long, vraiment efficace. Vraiment un autre jeu là, de dés magnifique qui utilise les dés là, vraiment bien là, sur un système de placement. Donc moi j'aime beaucoup. Je le trouve magnifique. C'est le jeu Sagrada. Ouais, magnifique. En fait, je connaissais pas ce jeu-là, mais effectivement, ça a l'air bien cool. Ouais. En fait, j'aimerais bien parler de... On a déjà parlé un peu du docteur à l'émission, le docteur Kenidia. Oui. Euh, et en fait, il y a un jeu auquel j'ai jamais joué réellement. Là. Je sais même pas si on peut vraiment jouer à ce jeu-là. Ça s'appelle Rainer Kenidia Decathlon. OK. Donc c'est un livre en fait de règles. Ok, bien entendu, il n'y a rien qui vient avec le jeu. Peut-être qu'il y a des dés, mais j'ai pas vraiment trouvé de copie à part du livre. Donc du livre de toutes les. C'est 10 petits jeux de dés qui font référence en fait aux Olympiques, aux épreuves olympiques de décathlon. Donc on a le 100 mètres, le saut en longueur, le saut en hauteur, le 400 mètres haie et ainsi de suite. Et en fait, c'est plein de... Ben, c'est 10 petits jeux différents de dés. Donc, ils vont te demander des fois de rouler un dé, d'en rerouler d'autres. Il y a plusieurs... En fait, chacun est une mécanique de dés différente. Donc, c'est très intéressant. J'ai joué un petit peu dans le sens, j'ai lu les règles, j'en ai testé quelques-uns. Mais je trouve qu'à l'intérieur de ce jeu-là, il y a énormément de potentiel pour peut-être des idées de jeu ou des mécaniques qui n'ont pas encore été complètement explorées par rapport au jeu de dés. Là. OK, ouais, ben j'imagine que le but c'est de faire toutes ces épreuves-là et de calculer ton score, comparer ton score avec les autres après. C'est ça, exactement. Dans le fond, tu vas faire les 10 épreuves et à chaque épreuve, tu vas obtenir un score en fonction de comment tu as roulé les dés. Là. OK, OK, intéressant, En fait, ça intéressant. serait bien peut-être de l'essayer à un moment donné, de se faire une partie complète de décathlon. Ben, oui, oui, ça a l'air intéressant. Non, mais comme tu dis, là, pour les différentes mécaniques de jeu, là, Ryan Kennedy, c'est quand même un maître des mécaniques, là, donc j'imagine que c'est assez intéressant là, comme truc. Oui, c'est ça, puis il y a une belle variété quand même. Il y en a qui vont faire beaucoup place au hasard. Il y en a d'autres que tu vas rouler 5 dés. Il y en a d'autres que tu vas rouler un dé, mais tu vas le rouler 5 fois. Donc, vraiment, il joue sur les codes là, avec ce jeu-là, je Hmm. trouve. Excellent, excellent. Écoute, un autre jeu de dés, plutôt récent, j'en ai déjà parlé, parce que j'avais testé là, il y a quelques mois. C'est le jeu Dice Forge. Dice Oh, Dice Forge. Forge. Oh yes, c'est un jeu de dés où tout le monde va commencer avec les mêmes dés, sauf que durant la partie, on va pouvoir acheter des nouvelles faces de dés. Et donc enlever les anciennes faces et les remplacer par
généralement des meilleures faces qui vont nous donner plus d'or ou plus de pierres de lune ou de pierres de soleil, qui sont les ressources du jeu qui vont te permettre d'acheter des cartes, faire des points de victoire. C'est un superbe jeu, c'est un jeu où tous les joueurs ont 2 dés et ce qui est le fun, c'est qu'on les roule beaucoup nos dés. C'est que au début de ton tour, tu roules les dés, mais tous les autres joueurs roulent leurs dés et reçoivent les ressources indiquées par les dés. Puis donc des dés, t'enroules, il y a généralement 10 tours là, selon le nombre de joueurs, mais à peu près 10 tours dans la partie. À 3 joueurs ou 4 joueurs, ben, ça fait quand même beaucoup de fois que tu roules les dés. Et en plus, il y a beaucoup d'effets de cartes qu'on va acheter qui vont nous permettre de rerouler des dés, mais pas rerouler les dés comme on est habitué, là, dans le sens souvent, c'est un effet, c'est tu reroules le dé et tu appliques la nouvelle figure. Là, c'est tu roules le dé, tu appliques à nouveau le nouveau symbole roulé. Donc, c'est quasiment un jeu d'excès où il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui rentrent dans nos poches. On essaie de les dépenser de la meilleure façon, mais ça va aussi dépendre des figures et de la stratégie qu'on va utiliser. Donc, il est superbe le jeu, vraiment intéressant, Dice Forge. Oui, Dice Forge, en fait, qui est ce qu'on pourrait appeler un genre de dice building game. J'ai pas joué, j'ai vraiment hâte de l'essayer en fait, mais ça rappelle Rattlebone qui avait fait Ouais. ça il y a peut-être 2 ans, je crois. Et ça rappelle aussi principalement une série de jeux complète de laquelle on parlera pas vraiment, mais c'est les jeux Lego en fait. Les jeux Lego qui avaient des dés justement Lego sur lesquels les faces changeaient en fonction de certaines choses durant la partie. Ah, ok, je connais pas ça. En fait, je suis pas sûr vraiment qu'ils changeaient durant la partie, mais je sais que toutes les faces étaient vraiment différentes. Il y en avait qui avaient des couleurs, il y en avait qui avaient les dés, tu pouvais les enlever, les remplacer par d'autres. Donc c'était vraiment de là, originalement, je pense que l'idée de Dice Building Game est arrivée. Mais je pense que ça, c'est un concept qu'on va voir de plus en plus sur le marché, là. Je pense que oui, Dice Forge le fait très bien, mais peut-être pas pousse le concept pas au maximum, je dirais. C'est très mécanique, on le sent. Tu sais, le jeu, c'est ramasser des tuiles pour faire le plus de points de victoire. C'est assez straightforward. Donc, je présume qu'on va pouvoir le voir dans des jeux peut-être un petit peu plus poussés où la mécanique de jeu n'est pas nécessairement la mécanique centrale. Mais tu sais, il fait bien le travail, c'est un jeu familial, pas trop long, vraiment magnifique. Donc quand même intéressant, puis comme je suis très d'accord avec toi, là, je pense que c'est quelque chose qu'on va revoir de plus en plus. Cool. Est-ce que il y avait d'autres jeux que toi t'aimerais parler? Je sais qu'on atteint pas mal notre limite. Je sais pas si t'avais un autre petit dernier jeu que t'aimerais glisser un mot. Ben oui, oui, je parlais de peut-être Roll to the Age. Oui. Euh, donc, il y a peut-être le jeu Through the Age le plus connu. C'est un gros jeu de stratégie, de civilisation. Par contre, dans le jeu Roll Through the Age, c'est un peu ça, mais c'est un jeu de dés. Un petit peu plus simple, plus rapide aussi. Faut dire un petit peu moins gamer, plus basé sur la chance, mais quand même un beau jeu de civilisation où à chaque tour, on va rouler nos dés, on va avoir l'option d'en rerouler. On va avoir soit des crises à régler, il va y avoir notre peuple qu'on va pouvoir assigner à différentes choses, soit à la construction de nouvelles villes ou à la construction de merveilles. On va utiliser nos ressources dans le but de les vendre au bon moment, de faire des points, d'acheter des technologies qui vont nous donner des pouvoirs et aussi des points de victoire. Donc, beau petit condensé d'un jeu d'utilisation assez rapide. Je l'aime quand même bien. Il y a une belle. La qualité de production est belle, là. Les plateaux de joueurs sont faits en bois. On a des petites pins pour calculer nos différentes ressources. Vraiment un gros jeu, quand même, un jeu de ressources. Là. On va beaucoup utiliser nos ressources dans le jeu, mais vraiment intéressant. C'est un autre exemple de jeu là, qui a amené à un nouveau stade, un peu, si on veut, les jeux de dés. Ouais, ben je trouve que c'est un jeu en fait qui reprend vraiment l'idée, tu sais, du Yahtzee, mais qui l'amène à un stade de jeu plus intéressant, là. Oui, mais c'est sûr en enlevant les dés 1 à 6 et en remplaçant par des symboles uniques et particuliers au jeu, ben, on a un petit peu plus aussi l'impression d'être dans un jeu que, tu sais, avec une thématique, avec une immersion là, que ce que peut procurer Yadzi, là, évidemment. Ok, ben est-ce que ça fait le tour de nos jeux? Bien entendu, il en reste plein qu'on n'a pas mentionné. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a plein d'excellents jeux de dés qu'on n'aura même pas le temps de parler, malheureusement. Euh,
Mais en fait, on va quand même parler de nos jeux de dés préférés avec notre top 5. Numéro 5. Alors, mon numéro 5 est le jeu Fuse. Le jeu Fuse est un jeu de dés en temps réel coopératif de 10 minutes dans lequel on va avoir 10 minutes pour désamorcer une bombe ensemble, en commun. C'est un jeu où, dans le fond, une personne va avoir le sac de dés, va rouler un nombre de dés égal au nombre de joueurs et on va devoir se partager ces dés-là. Devant nous, on va avoir des petites cartes. Sur les cartes, ça va nous demander des restrictions, soit amener des dés d'une certaine valeur ou d'amener des dés d'une certaine couleur ou de placer les dés d'une certaine façon dans l'ordre, soit les empiler, mais dans un ordre précis de couleur. Donc, à chaque fois qu'on va rouler les dés, tous les joueurs vont devoir prendre un dé et le placer sur leur fiche. Mais ça va être aussi un jeu où on va essayer, chaque fois qu'on roule les dés, on va essayer de s'entendre et répartir nos dés à travers les joueurs la façon la plus efficace possible. Parce que si un joueur se retrouve avec un dé qu'il ne peut pas placer, tous les joueurs vont potentiellement perdre des dés sur leur carte, donc perdre l'avancée qu'on avait obtenue. Donc, dès qu'on a réparti les dés, on va donner le sac au joueur à la gauche qui va rouler, encore une fois, les dés qu'on va devoir se répartir. Vraiment un beau petit jeu frénétique de communication, on essaie d'être le plus efficace, très simple, 10 minutes, il y a beaucoup de niveaux de difficulté, fait que c'est sûr qu'au début, un petit peu plus difficile, on peut commencer à plus facile et évoluer les niveaux de difficulté, donc plus en plus de cartes à réaliser en 10 minutes. Super le fun ce jeu-là, je sais pas si tu l'as essayé lui? Ben non, en fait, puis à chaque fois que t'en parles, je suis torturé à l'intérieur parce que j'aime particulièrement les jeux en temps réel et j'ai pas eu la chance d'essayer celui-là malheureusement, mais j'ai bien hâte de l'essayer, là, ça a l'air très intéressant. Ouais, c'est ça, c'est un jeu en temps réel, hein, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis je trouve que c'est un jeu simple, on sait ce qu'il y a à faire, une fois qu'on a compris l'iconographie là, sur les cartes, c'est pas compliqué, puis le jeu rend vraiment bien l'expérience. Une expérience qui est stressante, parce que si on n'a pas réussi à désamorcer la bombe en moins de 10 minutes, on meurt tout, fait que c'est stressant. Ça marche bien. Oh! Ok, mon numéro 5, il s'agit du jeu Blueprint, Oh sorti yeah. en 2013, fait par l'un de nos favoris ici à l'émission, Yves Tourigny, Yes. qui est un auteur canadien, Canadien. semi-québécois, en fait, à la frontière du Québec et de l'Ontario. On a déjà parlé de lui un peu par le passé. Blueprint, qui va être un jeu de construction de bâtiments, dans lequel on va construire des bâtiments avec les dés. Chaque joueur vont avoir un petit paravent, donc vont construire secrètement leur bâtiment. On va avoir certaines règles qui vont changer à chaque ronde pour la construction de notre bâtiment. Et tous les dés vont être au centre. Et on va en choisir un quand ça va être notre tour. Et le placer derrière notre paravent sur notre bâtiment. Quand on a fait ça 6 fois, si je ne me trompe pas, on retire notre bâtiment et on compte les points. Il y aura des règles pour si vous avez respecté des points, désolé, il y aura des points si vous avez respecté vos règles de construction, si vous avez fait le bâtiment le plus haut, si vous avez les plus hautes faces. Et il y a des couleurs de dés aussi dans le dé, et chaque couleur de dés va vous rapporter des points selon certains critères qui sont différents. C'est un jeu de dés, je trouve, très intelligent sur lequel la chance a un facteur assez minime. C'est sûr que c'est quand même là, c'est un jeu de dés, mais je trouve que pour la densité du jeu, c'est parfait. C'est un jeu d'à peu près 25-30 minutes. Blueprint, un jeu que j'apprécie beaucoup. Oh oui, je suis d'accord avec toi, Blue Ridge, j'aime beaucoup. C'est un beau petit jeu de placement. Puis comme tu disais, les dés, chaque couleur va rapporter des points différemment. Puis ça, c'est quand même vraiment cool parce qu'il joue beaucoup aussi sur le fait qu'on construit quelque chose en 3D. Donc, des règles Oui, de placement, tu sais, si je me trompe pas, il faut que tu mettes une valeur toujours supérieure par-dessus un autre dé. oui, absolument, absolument. Et là, disons, si je me trompe pas, le dé noir, il va rapporter selon la hauteur. Fait que plus il est haut, plus il va te rapporter de points. Tu sais, non, t'essaies de pas les placer au premier étage. Fait qu'ils ont toutes leurs petites règles là, de comment faire des points d'optimisation. Puis ça reste un jeu de draft, là. Donc, Oui, encore une fois, on va rouler des dés, il y a un pool commun, puis on va pouvoir en prendre
à tour de rôle. Évidemment, dans ce genre de jeu-là, le joueur qui est le dernier à jouer a un petit peu moins d'options généralement, se retrouve à avoir juste un choix entre Un choix. deux. Ben, c'est ça, le choix entre deux dés. Et ça me faisait. En fait, ça me fait un peu penser à Sagrada. Quand tu en parlais, Ok. j'étais comme, c'est vrai, ça me fait beaucoup penser à ça. C'est un jeu de draft de dés où on a des restrictions. La différence dans Blueprint, c'est que, ben, d'un, ça va être caché. Euh, nos constructions et qu'il y a l'aspect là, un peu 3D là, qu'on n'a pas dans Sagrada qui est complètement flat, là, qui est un vitrail dans le fond, qui est vraiment cool là, dans Blueprint, qui vient se rajouter, là, je trouve. Là. Donc, ouais, super Ouais, le jeu. ben, t'as vraiment l'impression que tu vas construire un bâtiment, puis tu sais, t'as un plan dans le fond, mais tu peux t'en foutre de ton Ouais. plan. Tu peux décider, ah, moi je fais le bâtiment le plus haut possible, je m'en fous de mon plan, je vais aller chercher mes points ailleurs. Ouais. Donc oui, je trouve que c'est vraiment un beau petit jeu. Numéro 4. Mon numéro 4 est le jeu Escape the Curse of the Temple. C'est un jeu, encore une fois, En coop temps réel. en temps Oh. réel. Et voilà. Donc, coopératif en temps réel. Dans celui-là, on est des aventuriers, on se retrouve dans un temple et on va devoir trouver la sortie en à peu près moins de 10 minutes. Aussi, plutôt 3 phases de 3 minutes. Parce que à chaque fin de phase, on va devoir retourner à la tuile centrale avant de commencer la deuxième phase du jeu. Et tous ceux qui n'auront pas réussi à revenir à la tuile centrale vont perdre un dé. Les joueurs commencent avec 5 dés. Et c'est vraiment ce qu'on fait dans la partie. On fait juste rouler des dés, rouler des dés, rouler des dés pour se déplacer, pour trouver des nouveaux joyaux. On va essayer de se parler, rester groupés pour s'entraider, des fois débloquer des dés qui ont été bloqués par certains symboles et tenter là, de trouver le plus de joyaux possible pour s'enfuir du temple maudit. En 3 fois de 3 minutes environ. Vraiment, vraiment le fun comme jeu. C'est un jeu, pour moi, classique là, dans les jeux là, de temps réel, de coopératif aussi. Et c'est vraiment assez simple. On fait juste rouler des dés. Il n'y a pas grand-chose d'autre à part les tuiles sur lesquelles ils vont nous présenter les éléments, les symboles qu'on doit rouler pour se déplacer sur la tuile. Beau jeu de coopération aussi. Ouais, je pense que t'as pas mal tout dit. En fait, c'est un classique intemporel. En fait, c'était d'ailleurs sûrement mon numéro 6 là, dans la liste. C'est un jeu qui m'a vraiment ouvert aux jeux coopératifs ainsi qu'aux jeux en temps réel. Très innovateur pour même encore maintenant. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui vont dans cette direction-là aussi frénétique. Oui, j'ai eu la chance de rejouer tout récemment d'ailleurs, là, puis c'est toujours aussi bon comme jeu. Là. Ben, on peut penser que Magic Maze s'inspire un petit peu, même si c'est quand même différent. Ben, c'est ça. Dans ma tête, en fait, la seule raison pourquoi Escape pourrait perdre un peu de son lustre, c'est à cause de Magic Maze. C'est sûr que Magic Maze, c'est pas du tout un jeu de dés. Il y a plein de choses qui sont extrêmement différentes. Mais comme tu l'as dit, le concept il est quand même assez similaire. Magic Maze encore peut-être un peu plus actuel dans sa forme. Mais Escape a vraiment l'aspect de rouler des dés comme un maniaque. Là, Ouais, et ça, c'est quand même assez cool. très fun, ouais. Exact. C'était mon numéro 4. Mon numéro 4, il s'agit du jeu Can't Stop de Ouh. Sid Saxon 1980. Can't Stop, tu ne peux pas arrêter de jouer à Can't Stop, tu ne peux pas arrêter de rouler les dés quand tu joues à Can't Stop. Euh, Can't Stop, c'est le jeu de push your luck, pousse ta chance le plus simple, hein, le plus simple et le mieux fait. Assez difficile à décrire comme ça parce que c'est un jeu abstrait dans le sens qu'il n'y a pas de thème. Tu vas toujours rouler 4 dés et ton but va être de progresser sur toutes les possibilités de chiffres que tu peux avoir en roulant 4 dés. En fait, donc Désolé, je me reprends un petit peu. Tu roules 4 dés et tu les sépares en 2 paquets de 2. Donc tu roules en réalité 2 fois 2 dés. Et donc de 2 à 12, c'est toutes les possibilités que tu peux avoir avec 2 dés. Et tu vas monter sur les échelles en fonction des chiffres que tu obtiens. Sauf que si tu peux rouler tant que tu veux et monter tant que tu veux,
Mais si à un moment donné, tu roules une combinaison qui te permet pas de monter, en fait, tu perds toute ta progression. Can't Stop, un jeu qui soulève les foules, un jeu qui est difficile de pas crier quand tu joues, qui est pas difficile de pas insulter tes adversaires. Voyons donc. Voyons donc. Can't Stop, je dois d'ailleurs, j'ai pas le choix de mentionner un de mes bons amis, Alain, est un fan très grand de Can't Stop en fait, et il fait preuve d'une chance légendaire quand il roule les dés. Je l'ai déjà vu faire gagner la partie en une phase en fait, là. Donc il a pas arrêté, il a poussé jusqu'au bout et il a gagné la partie d'un coup. Habituellement on peut imaginer que ça peut prendre jusqu'à 8, 9, 10 coups pour gagner la partie. Lui, il l'a fait d'une shot. Can't Stop. Numéro 3. Ben, mon numéro 3 se retrouve sur la liste de Simon, un peu plus haut, on va en reparler tantôt. Ouh. Mon numéro 3, il s'agit du jeu Perudo, aussi connu sous le nom de Liar's Dice, donc les dés menteurs. C'est un jeu qui officiellement date de 1800. Donc je pense que Perudo a un peu réactualisé ce jeu-là en rajoutant justement un symbole spécial qui était Perudo. Mais même je crois que dans les dés menteurs, il y avait tout de même un symbole spécial. C'est un jeu de bluff dans lequel on va rouler des dés derrière un petit gobelet si on veut. Là. Donc on va rouler les dés dans un gobelet, on va les regarder et on va essayer de bluffer nos adversaires en essayant de deviner combien il y a de tels symboles autour de la table, de tels chiffres en fait. Donc un exemple, j'explique ça très sommairement, mais un exemple va être, moi je vais dire, je crois qu'il y a 6 fois le chiffre 2 autour de la table, mais je vois seulement mes dés à moi. Et là, mon adversaire à ma gauche va devoir dire, est-ce qu'il croit que je mens, donc qu'il y en a moins que 6, ou l'autre option seulement qu'il peut dire, c'est surenchérir. Donc dire, non, moi je crois qu'il y en a 7. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un déclare l'autre menteur. À ce moment-là, on révèle les dés, on regarde combien il y avait de chiffres qui faisaient partie du pari. Et celui qui avait tort perd un dé. Chaque joueur a 5 dés, donc le dernier joueur à conserver un dé remporte la partie. Super bon jeu, JF, je sais que toi t'as joué aussi beaucoup. Oui, ben oui, c'est ça, c'est un classique dans les jeux de bluff, là. Je pense que j'avais peut-être pas, je pense que j'ai oublié de le mentionner tantôt, là, mais c'est quand même un jeu là, qui date, là, comme tu dis, de plusieurs années, là, puis qui est encore un classique, là. Ils ont sorti la version Perudo Beach, d'ailleurs. Perudo Beach, ok, Ouais. c'est un truc de pirate ou... Non, non, c'est juste pour amener à la plage. Ah, c'est... On- Ouais, ouais. On est rendu là, ok. là, avec ces jeux-là, là, maintenant, tu sais. Ouais, Fait que, c'est un classique, là, c'est ça, c'est... exact. Exact. T'amènes ça à la plage, n'importe où, ça se joue. Donc, ouais, super bon Perudo, là, ouais. Perudo Beach. Ben d'ailleurs, j'ai vu le Perudo des Simpsons aussi, là, que tu Ok, brasses dans des cannes de bière d'off. ok, oui. Tu sais, parce que t'as toujours un gobelet pour brasser, puis là, c'est une petite canne de bière d'off là, que Homer Simpson boit. Là, donc, ils l'ont amené vraiment à tous les niveaux. Ouais, exact. Numéro 2. Mon numéro 2 est le jeu Las Vegas, sorti en 2012. C'est un jeu de dés, mais aussi d'enchères, parce qu'à tous les tours, on va rouler tous nos dés. On va commencer avec la partie avec 8 dés. Et on va choisir une seule valeur de dés qu'on va placer sur le casino correspondant. Sur la table, il y a 6 casinos, dans le fond, avec les valeurs 1 à 6 sur chacun de... Ben, chaque casino a un numéro, là, de 1 à 6. Et à chaque début de ronde, dans le fond, on va mettre un minimum de 50 000 sur chacun des casinos. Ton but, c'est de placer tes dés pour être majoritaire sur le plus de casinos dans le but de remporter le plus de billets d'argent. Donc, c'est un concept super simple, vraiment très facile à comprendre, mais que l'aspect de hasard est là, mais en même temps, l'aspect de stratégie aussi est très présent. C'est un jeu avec beaucoup d'interactions entre les joueurs. C'est un jeu de majorité, là, c'est un jeu de majorité de dés, en réalité. Quasiment pas de l'enchère, là, rendu là. T'essaies d'avoir le contrôle, puis d'avoir plus de dés que l'autre, puis il n'y a pas d'attaque en soi, mais de
placer des dés sur un casino ou un autre joueur des dés, ben, ça fait en sorte qu'il y a de la compétition puis qu'il va peut-être revenir pour en placer d'autres pour regagner la majorité. Donc, vraiment un super beau jeu. 4 rondes comme ça, le joueur avec le plus d'argent à la fin remporte la partie. Moi, j'ai joué quand même beaucoup. C'est un jeu que j'aimerais bien avoir une version plage parce que je l'amène à la plage. C'est sûr, tout le temps, Las Vegas. C'est mon jeu de dés numéro 2. Oui, très bon jeu Las Vegas, en fait, rien à redire de plus, je pense que tu l'as bien présenté, très simple mais très efficace. Mon numéro 2, et on reste vraiment dans la même thématique, il s'agit de Lords of Vegas, comparativement à Las Vegas qu'on vient de voir. Lords of Vegas, qui est un jeu qui est sorti à peu près au même moment, en fait un peu plus tôt, je crois, en 2010, donc un an avant, mais qui n'a pas du tout rapport avec l'autre jeu. C'est un jeu en fait où on va incarner des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui se lancent un casino au début de Las Vegas. Là. Donc je sais pas exactement c'est dans quelle année. Je serais prêt à dire années 30, années 20, années 30, quelque chose comme ça. Alors au moment où Las Vegas n'était qu'une rue, la Strip. Et en fait on va donc construire notre empire de casinos. La beauté de la chose, c'est que c'est un jeu de spéculation immobilière, si on veut. Donc, on va essayer de jauger les tendances et les dés vont représenter nos constructions d'un certain type de casino. Donc, c'est super beau parce qu'il y a comme 6 types de casinos dans le jeu. On a la thématique westerns, sci-fi, médiéval, tout ça. Et en fait, c'est des tuiles assez standards, mais dans lesquelles il y a un trou où on va mettre notre dé. Et le chiffre du dé va représenter la valeur de ce casino-là. Très bien fait. C'est vraiment un jeu de Las Vegas. Donc, il y a des paris entre les joueurs. Et c'est un jeu où, et c'est écrit dans les règles telles quelles, je trouve ça important de le mentionner, c'est un jeu dans lequel tous les échanges sont permis. Donc c'est un jeu de négociation en même temps d'un jeu de pari, jeu très complet. J'ai joué des dizaines et des dizaines de parties à ce jeu-là. C'est sûr peut-être que c'est un jeu qui ne vieillit pas si bien parce que la part de hasard peut être quand même assez grande, surtout dans les derniers tours de la partie. Mais je trouve que l'expérience là, en vaut vraiment la peine. Ouais, je le connais pas beaucoup malheureusement, mais je sais que si les règles c'est marqué qu'on peut échanger tout, j'en doute pas que c'est dans tes top jeux, ça. Ouais, absolument. Donc, Lords of Vegas, numéro un. Mon numéro un est le jeu King of Tokyo. Quoique je peux pas parler de King of Tokyo sans parler de King of New York, mais King of Tokyo est un jeu de dés de monstres où on va rouler des dés et notre but ça va être de prendre le contrôle de Tokyo tout en confrontant les autres monstres, se donner des baffes et essayer de rester en vie et compléter les 20 points de victoire nécessaires pour gagner la partie. C'est un superbe jeu, c'est vraiment un jeu qui a souvent là, c'est le jeu qui remplace Yadi, là. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu à la Yadi où on a 6 dés, on va rouler, puis on va pouvoir rerouler 2 fois en reroulant les symboles de notre choix. Mais c'est des symboles sur les dés qui vont nous permettre d'attaquer, de regagner de la vie, gagner des jetons de pouvoir ou des points de victoire directement. Le jeu King of Tokyo est sorti en 2011 et il a fait un gros tabac. Là. Il a fait vraiment, vraiment... c'est un jeu de Richard Garfield, là, d'ailleurs, qui est un auteur assez, assez reconnu, mais qui a fait un gros buzz, puis qui est encore vraiment beaucoup joué et apprécié de nos jours. Ils ont fait une suite, si on veut, qui est King of New York en 2014, qui prend les mêmes mécaniques, le même concept de King of Tokyo, mais le rend un petit peu plus gamer, avec un petit peu plus d'options, de stratégie. Donc, j'opte un petit peu plus pour King of New York, mais compte tenu de à quel point le jeu est un jeu marquant et clé dans l'univers du jeu de société, à quel point il a introduit beaucoup de monde au jeu de société, ben pour moi, King of Tokyo, c'est un des meilleurs jeux de dés qui existent. Donc, c'est mon numéro 1, King of Tokyo. Oui, encore une fois, un classique absolument incontournable. King of Tokyo, comme tu l'as dit, c'est un des jeux peut-être là, depuis les années 2010 là, qui a eu le plus grand impact sur le hobby en général là, en Amérique du Nord. Là. Ouais, exact. Puis il est encore vraiment populaire, encore réimprimé. Il y a une nouvelle édition qui est ressortie, donc il est encore vraiment actuel.
Mon numéro un, en fait, c'était le numéro 3 de GF. Il s'agit du jeu Formula D. Zum, zum, Vroom, zum. vroom, vroom. Alors, Formula D, jeu sorti en 2008, Laurent Levore et Éric Randall. C'est un jeu de course automobile, bien entendu. Un jeu sur... Il y a des petites voitures, il y a beaucoup de dés. En fait, c'est un jeu auquel je joue pratiquement chaque semaine encore maintenant. Là. Donc, c'est vraiment pour moi un indétrônable dans les jeux de dés. La beauté de ce jeu-là, en fait, c'est que on a 6 dés différents dans le jeu et ils ont tout un nombre de faces différentes. Donc, il y a un dé qui a 4 faces, il y a un dé qui a 6 faces, il y a un dé qui a 8, 10, 12 et 20, 24. Je ne suis pas certain de la dernière, mais il y en a toujours de plus en plus. Et ça représente les vitesses. Donc, mettons, je suis en première vitesse avec ma voiture, je vais rouler le petit dé. Si je suis rendu en cinquième vitesse, je vais rouler un gros dé sur lequel il y a des plus gros chiffres. C'est quand même un jeu assez stratégique de course automobile dans lequel on va devoir gérer les pneus, les freins, le moteur, beaucoup de stratégie. C'est aussi un jeu qui se joue jusqu'à 10 joueurs. Ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr qu'à 10, c'est peut-être un petit peu long, mais... très très bon jeu de course. Donc Jeff, c'était ton numéro 3. Je vais te laisser en parler un peu. Oui, ben, Formula D, tu sais, tu dis stratégie, oui, il y en a, mais reste qu'il y a quand même beaucoup de chance. On s'entend. Ah, c'est un jeu de C'est un jeu de dés. dés. C'est un jeu, C'est quand même un jeu purement de dés. Tu roules ton dé, tu avances du nombre de cases. Mais dans le fond, chaque dé représente la vitesse à laquelle tu vas et tu as quand même une prise de décision à quelle vitesse tu vas prendre tes courbes pour être le plus efficace possible. C'est vraiment un jeu, là, vraiment le fun. Tu sais, tu joues pas à ça pour gagner la course, pour vraiment nécessairement dire j'ai gagné cette partie-là. C'est pas un jeu si compétitif, mais en même temps, c'est une course, c'est compétitif, tu vas arriver premier. Puis des fois, tu pousses la limite un peu trop loin et ben, ça te fait perdre la course ou ça te la fait gagner. Ouais, ben des fois, on joue à 10 joueurs, puis il y en a facilement 5 qui se crashent avant la fin de la course, là, donc qui ne finissent même pas la course. Faut quand même faire attention à son bolide hein, dans Ouais, Formula D. Mais il y a quand même un mode plus facile aussi, parce qu'il y a deux modes. Le mode plus expert, le mode débutant, là, Oui. qui a beaucoup moins de stock là, à prendre en compte, parce que oui, avec toutes les différentes pièces, ils ont toutes des petites règles un peu particulières, donc oui, il peut être quand même un petit peu compliqué, mais quand même une version plus simple là, qui marche quand même assez bien, là, si on veut juste l'expérience là, d'un jeu de course, là, de vitesse, là, puis de pression un peu. Là. C'est vraiment cool comme jeu. Le plateau il est immense. Là. C'est 2 plateaux en fait. Ouais, c'est 2 plateaux. Il y a plusieurs courses différentes. Donc, probablement tous les plateaux sont recto-verso avec 2 types de pistes et il y a plusieurs extensions justement avec des pistes différentes. Vraiment un incontournable selon moi pour les gens qui aiment les dés, mais aussi pour les gens qui aiment les jeux de course en fait. Oui, puis il y a plusieurs modes de jeu proposés aussi. Donc, on peut Oui. changer un peu notre expérience selon ce qu'on souhaite le plus faire. Parce que d'habitude, c'est un tour, si je me trompe pas, mais on pourrait Ouais, faire mais tu peux plus. faire plusieurs tours. Tu peux jouer avec des personnages spéciaux qui ont des pouvoirs. Donc, il y a quand même Des arrêts au puits, plusieurs non? Tu peux variantes faire que ça. tu peux faire. Oui, Des arrêts au exactement. puits aussi. D'ailleurs, moi, ça fait à peu près 1 an que je joue à Formula D avec une variante semi-maison là, qu'on a rafistolée avec des variantes non officielles sur Internet. Donc, on a créé quand même un jeu beaucoup plus dense dans lequel il y a de l'argent, notre voiture évolue, on va de course en course et tout ça. Voilà. Donc, c'est quand même assez cool pour ça. Là. Ouais, ben Formula D, hein, c'est ça. C'est pas un jeune jeu. Non, 2008, mais ça vient d'un jeu qui s'appelle Formula D et le D n'est pas simplement la lettre D, mais plutôt le mot D, un D que je roule, là, donc Ouais. Formula D, qui date, là, je pense, d'il y a pas mal plus longtemps, sûrement une dizaine d'années, même voire plus, 1991 en fait, Formula D. Qui reprenait, c'est les mêmes auteurs en fait, c'est assez similaire là, en termes de jeu, donc le jeu n'a pas beaucoup changé, justement ils ont rajouté peut-être des personnages avec des pouvoirs, ce genre de choses là, mais sinon même je crois que les cartes sont pratiquement identiques là, à quelques détails près. Ouais, ok.
super intéressant. Mais c'est ça, il y a vraiment une grosse variété de cartes, là. Ah oui, il y en a énormément, puis même après, tu vas sur Internet, tu vois qu'il y en a encore plus. Donc, c'est quand même, je pense pas que c'est un jeu, là, je pense que c'est un jeu qui a sa communauté, qui est pas complètement rayé de la carte encore, là, puis qu'on risque possiblement de voir des regains de ce jeu-là. Là. C'est toujours possible. Génial, ben Ben, en merci. fait, Merci. ça fait le tour de notre top 5. Est-ce qu'on a un petit mot de la fin là-dessus? Qu'est-ce que tu penses des jeux de dés de stratégie? Ça existe-tu vraiment? C'est une bonne question. Je regardais justement notre liste et tout ça. Il y en a très peu de jeux de dés de stratégie. Je pense quand même que les dés, pour moi, c'est un des outils les plus intéressants dans les jeux de société et c'est aussi un outil qui se renouvelle beaucoup. Quand nous, on a commencé à jouer à des jeux il y a une dizaine d'années, en fait, on bannissait tous les jeux qui avaient des dés dedans. Là. C'était pratiquement catégorique. C'est comme, oh non, ça, il y a des dés. C'est pas un bon jeu pour nous. Il y a plein d'hasard dedans. Mais de plus en plus, je retrouve ce plaisir-là dans les dés. Je trouve que les jeux en temps réel, c'est une belle utilisation des dés, puis c'est pas tant basé sur le hasard d'un roulement, mais plutôt sur le fait que tu vas rouler des dés à répétition et donc obtenir éventuellement ce que tu veux, mais le temps peut varier d'une fois à l'autre. Sinon, au niveau stratégie, t'as parlé tantôt de Dice Forge et dans ma tête, c'est peut-être un des jeux de dés qui en requiert le plus, mais je suis même pas certain en fait parce que de ce que j'ai compris, tu fais juste rouler les dés. Là. Ben, dû au fait que tu les roules souvent, ben ça réduit le taux de change. Le taux de chance. Parce que souvent, le taux de chance, c'est tu roules une fois un dé puis tu appliques le résultat. Là, c'est Ouais. tu les appliques beaucoup, tu sais, souvent. Là, fait que ça fait en sorte que généralement, tu finis par obtenir ce que tu veux, ce que tu as besoin. Là. Ok. Ben sinon, il y a un jeu qu'on a comme pas parlé beaucoup, mais qui est Kingsburg. Ouais, Qui est peut-être, là, à mon sens, le jeu de grosse stratégie qui le fait le plus appel à des dés. oui, oui, c'est dans un des très bons, là, puis un jeu de placement d'ouvriers, une belle mécanique. Euh, mais tu sais, ça reste que les dés, en effet, il y a tout un pourcentage de chance, mais il y a comme plusieurs jeux de stratégie, puis il y en a plein qu'on n'a pas parlé, hein. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est Marco Polo aussi, qui utilise les dés d'une superbe façon. Mais c'est sûr que bon, c'est un petit peu plus axé vers les jeux de chance, vers les jeux où ils sont un peu plus courts puis sont plus basés sur le plaisir là, de rouler des dés. Donc un petit peu plus vers le fun que vers la stratégie. Mais aussi, ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a plein de jeux qui utilisent des dés, mais qu'on les roule pas, ces dés-là. Fait que ça reste une Ouais. composante, une mécanique de jeu importante. Pas juste pour l'aspect de prendre un dé puis de le rouler, mais juste d'être un marqueur qui va nous donner des valeurs. J'imagine que, ben, là, je le connais un petit peu moins, mais Lord of Vegas, c'est un peu ça. J'ai pas l'impression que tu roulais Oui, tes dés. ben en fait, Lord of Vegas, c'est que c'est un mélange un peu chaotique parce que tu vas les utiliser comme marqueurs, mais à certains moments, tu vas pouvoir aussi la chance de les rouler pour augmenter les chiffres qu'il y a dessus. Mais Ok. principalement, c'est clairement un marqueur sur le plateau là, qui t'indique une valeur. Effectivement, c'est pour ça, dans ma tête, un dé, c'est tellement un objet plus vaste là, par rapport au jeu. Là, c'est un élément de design qui est très. Qui offre beaucoup de possibilités. Là. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, comme tu disais, là, quand on commençait à jouer il y a à peu près 10 ans, ben c'est aussi une période où il n'y avait pas beaucoup de jeux de dés qui sont sortis. Dans le sens Non, que, effectivement. entre 2000 et 2010, beaucoup un moment où il y a plein de nouvelles mécaniques de jeux qui sont sortis, plein de nouveaux jeux, plein de nouveautés dans le style, mais pas tant que ça dans les jeux de dés. Et on dirait que c'est plus début 2010 que là, ça a commencé à être un petit peu plus reconnu, à être un petit peu plus... on commençait à accepter le fait que ça peut être un jeu de stratégie, même s'il y a des dés. Donc, il y a vraiment... on dirait que c'est pas juste nous. C'était un comportement C'était normal. généralisé, ouais. Oui, généralisé après là, une longue période là, sous l'emprise des jeux comme Monopoly. Donc, je pense qu'il fallait mettre ça un petit peu de côté, mais pour revoir cette mécanique, cette composante de jeu là, sous d'autres angles et comment l'utiliser de d'autres façons que juste en le roulant, mais et comment on l'applique là, juste en pas juste en roulant un dé, mais en l'utilisant dans d'autres mécaniques. Donc oui.
Exact. Il y en a, je suis d'accord avec toi. Il y en a pas tant que ça de jeux de stratégie, mais il faut voir le dé pas juste comme un élément de chance, mais aussi comme un élément de game design et donc qui permet là, d'amener vraiment une nouvelle vision sur les dés et de changer ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, absolument. Un petit mot, ça me faisait penser, pour les dés, moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que quand il y a des dés, il faut que les gens y crient. Euh, si c'est... Non, mais si c'est un bon jeu de dés, puis là, je regardais notre top 10, ben notre top 5 en fait, puis c'est réellement ça, en fait. Pratiquement, là, à quelques exceptions près, c'est tous des jeux dans lesquels, au moment où tu roules le dé, euh, il va y avoir une émotion qui va être suscitée par le résultat qui est vraiment pas la même chose que de piger une carte. Exact. Les autres façons, je trouve que c'est une façon de générer du hasard qui est extrêmement excitante. J'ai vu souvent des gens crier sur un roulement de dés à Lords of Vegas, à Formula D, à Las Vegas, à Can't Stop, à Escape, même à King of Tokyo. Donc c'est tous des jeux qui vont vraiment susciter l'émotion du roulement. Et on dirait que tu sais, les dés, là, quand tu piges une carte, là, c'est clair que t'as aucune influence. T'aurais beau piger la carte de la façon dont tu veux, ça va rien changer. Mais quand tu roules le dé, là, c'est sûr que, oui, ok, c'est de la chance, là, on s'entend, là, c'est purement du hasard. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses quand tu le roules? C'est pas du hasard. T'sais. Le résultat est le même au final, c'est du hasard, mais on dirait qu'il y en a un que tu as l'impression que tu as un certain contrôle dessus. Donc, ça rend ça vraiment excitant. Et tu sais, tout le monde regarde le résultat du dé et espère là, un Ouais. certain chiffre, Mais tout dépendant tu te trouves de quel c'est côté. un résultat aussi qui apparaît sous les yeux de tout le monde, alors qu'on dirait la carte, le pigeon était là depuis longtemps, il n'y a rien qui change la carte, c'est celle-là que tu vas piger. Non, c'est comme, c'est Là, magique. tu Là. sais pas, t'as le dé en main, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas voir. Mais, ben oui, mais tu sais, je pense que Alain, il a ton ami Alain a cette mentalité-là. Il choisit ses valeurs, Oui, puis c'est c'est comme ça, ça qu'il mais réussit je à me gagner rappelle un coup. encore plus marquant, ça fait quand même longtemps, là, mais je jouais avec le cousin, le chum de la blonde du cousin de quelqu'un, en tout cas, tu sais, quelqu'un de lointain, j'avais amené des jeux, puis on jouait, et cette personne-là a dit à un certain moment, j'ai toujours un bon roulement de dés. Et ça, c'était, en fait, ça fait 7-8 ans de ça, mais je m'en rappelle parfaitement. Tu sais, le gars, il dit, j'ai toujours un bon roulement de dés. C'est pas une vraie phrase, là. Tu peux pas imaginer ça. C'était pas un gamer, c'est clair, mais le gars, il était vraiment convaincu. Et en fait, toute la partie, il y a eu qu'un bon roulement de dés, là. Ah Il a ouais. toujours eu le bon roulement de dés. Donc, c'était drôle, mais en même temps, il avait raison, mais il avait raison. Il était chanceux cette journée-là, tu sais. Ouais, exact. Mais comme tu dis, le dé amène beaucoup de fun on table, beaucoup de plaisir. Donc, oui, c'est des jeux qui sont généralement un petit peu plus utilisés dans des formes là, plus de party, des jeux un peu plus courts, euh, qui est axé là, pour ces besoins-là. Mais vraiment, toujours le fun quand même, des beaux petits jeux de dés. Maintenant, on a arrêté de détester ça et on a accepté le fait que ça peut être bon, malgré tout, des jeux de dés. Puis, ben, on peut le voir là, avec toute la quantité de jeux qui existent maintenant, là. Absolument, excellent mot de la fin. Donc, aimer les jeux de dés pour ceux qui seraient encore dans un monde où les jeux de dés c'est le démon. Eh bien, maintenant, c'est un peu moins pire. Ben, on approche maintenant la fin de l'épisode. Je tenais à vous remercier pour tout votre amour sur Facebook. Alors, on a eu beaucoup de gens qui ont liké notre page Balado Ludique. Beaucoup de gens qui nous ont téléchargés, qui ont écouté nos podcasts. J'espère que vous avez un intérêt envers ça parce que c'est vraiment cool de voir ça. Euh, Petit mot pour ceux qui ne connaîtraient pas trop comment écouter un podcast. J'ai fait un petit résumé de ça, mais même là, j'ai raffiné la technique pour que ce soit encore plus simple de vous abonner. Vous allez, si vous avez un Apple, un téléphone iPhone, vous allez sur iTunes et vous tapez Balado Ludique, vous vous abonnez. Si vous avez un téléphone Android, vous downloadez une application qui s'appelle Beyond Pod, donc Beyond Pod, et la même chose, vous tapez Balado Ludique à l'intérieur, vous allez nous trouver, vous abonner, et à chaque fois qu'on sort un épisode, vous allez le recevoir.
Un petit mot pour Gabrielle qui nous dit qu'elle écoute dès que possible et nous félicite, donc c'est très apprécié. On a aussi Vincent qui dit qu'il a écouté l'épisode 7 et que c'était la durée exacte pour son vol entre Nice et le Luxembourg. Donc ça lui a permis de passer un beau vol. C'est cool de voir qu'on est écouté en Europe. Merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié notre balado cette semaine. Sur ce, JF, merci beaucoup pour ta grande collaboration. Ouais, merci à toi, Simon. Et on se retrouve la semaine prochaine. OK, ciao tout le monde et je continue à jouer.